Bonjour, merci d'être venu, bienvenue à l'auditorium de Viroflay. Pour ce troisième volet de l'intervention de Françoise Bonnardel autour de la crise intellectuelle du monde moderne. Donc, elle avait évoqué les thèmes de l'identité et de la culture. Aujourd'hui, ce sera le thème de la sagesse, fortement d'actualité. Voilà, crescendo. Juste pour vous informer, si vous n'avez pas eu la bibliographie des 3 conférences, elle est disponible sur le site internet de la bibliothèque. Également, à la fin de cette intervention, Madame Bonnardel sera en dédicace dans le foyer, en partenariat avec notre amie, la libraire de Viroflay. Juste pour vous dire également que on finit ce cycle d'université permanente. On a fait un essai cette année, la saison culturelle 2014-2015. On a fait 2 cycles, un à l'automne, un au printemps. On voulait voir comment ça marchait, comment vous réagissiez à ce type de conférence en sciences humaines et sociales, puisque ça ne s'était pas vraiment fait ici. Donc, pour la saison prochaine, on est en train de travailler sur un nouveau programme. Et l'année prochaine, nous aurons donc 3 cycles, certainement, de 3 conférences, à l'automne, en hiver et au printemps. On reparlera de philosophie, mais on parlera également de religion, certainement, et de sciences politiques, certainement au mois d'avril-mai. Voilà, bah écoutez, voilà, je ne dis pas amusez-vous bien, parce que je ne suis pas certain que ce soit le sujet, mais profitez-en. Si. Voilà. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, nous terminons ce cycle effectivement par cette question de la sagesse. Et on peut dire sans doute que la quête de la sagesse est, avec celle de l'immortalité, un des plus vieux rêves, une des plus vieilles aspirations de l'humanité. On en trouve des traces dans les premiers textes les plus anciens que nous puissions connaître. Cela dit, quand nous regardons les actualités au quotidien, nous nous demandons bien où est passée cette fameuse sagesse des nations. Vous savez cette expression, sagesse des nations. C'est-à-dire ce vieux fond sapientiel qui est supposé commun à toute l'humanité, indépendamment des particularismes culturels. Où est-il passé pour que le monde soit dans cet état? Ce qui n'est pas une raison pour ne pas, au contraire, essayer de nous interroger sur ce qu'est la sagesse ou sur ce qu'elle pourrait être. Alors, l'anthropologie culturelle dont nous avons parlé la dernière fois nous a appris, et c'est un point important, qu'aucune culture, fût-elle la plus évoluée, ne peut prétendre avoir le monopole de la sagesse. Même si certaines d'entre ces cultures ont apporté, en apparence au moins, et même en réalité, une contribution plus éclatante que d'autres. Je pense en particulier à la Grèce en Occident et à la Chine en Asie, par exemple. Je parle de la Chine ancienne, pas de la Chine actuelle. Et compte tenu de ce que nous avons dit également de la culture au sens premier, en tant que formation, Bildung, individuelle, formation individuelle, eh bien, nous sommes en droit de nous demander si ce processus de formation, qui est lui aussi nommé culture, conduit à la sagesse. Est-ce qu'il y a un lien quasi nécessaire entre culture et sagesse, ou est-ce qu'il constitue lui-même, ce processus, une voie de sagesse? Comme le laisse entendre, par exemple, André Comte-Sponville dans La sagesse des modernes, c'est un des livres que j'ai indiqué dans la bibliographie qu'il a fait en collaboration avec Luc Ferry. Dans ce texte qui est de sa plume, Comte-Sponville écrit « La sagesse n'est possible, cela va de soi, qu'à l'intérieur d'une société civilisée. Elle suppose un état,
avec un grand E, des techniques, des sciences, des œuvres. Mais elle ne s'y réduit pas, ni ne s'y enferme. Elle est plutôt à l'intérieur d'une culture donnée, ce qui libère, autant que faire se peut, sans en sortir. Donc ce serait de l'intérieur même d'une culture que la sagesse serait en somme une force de résistance, ce qui permettrait de prendre ses distances par rapport à une situation donnée. Oui, mais alors dans ce cas-là, comment distinguer la sagesse de la culture? Nous en revenons à peu près à ce que nous avions dit la dernière fois, et si nous devions en rester là, je ne vous apprendrai rien de nouveau cette fois-ci. Alors, est-il si certain que ça, d'autre part, que la sagesse doit être définie par rapport au savoir, par rapport aux techniques, par rapport aux œuvres? Nous allons voir que c'est une des grandes questions que soulève une histoire, même rapide, de l'idée de sagesse, comme celle que je vais essayer de retracer. Si tel était le cas, Diogène le cynique, vous connaissez tous toute l'histoire de Diogène, n'est-ce pas, le philosophe cynique, vivant, vêtu de presque rien dans son tonneau, et recevant la visite d'Alexandre le Grand, qui se place mal devant le soleil, et Diogène disant à Alexandre « ôte-toi de mon soleil ». Bon, c'était évidemment un exemple de ce qu'on appellera le cynisme, c'est-à-dire cette sorte de désinvolture face aux puissants et face à tout ce qui est de l'ordre de la sagesse mondaine. Alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire que Diogène dans son tonneau, ou un ermite taoïste dans son ermitage, vous verrez, je vais vous parler assez souvent du taoïsme, eh bien, est-ce qu'ils seraient des sages? Ou alors est-ce qu'ils seraient tout simplement des marginaux, des asociaux? Il ne suffit pas de prendre des distances par rapport à une culture donnée pour être sage. On peut être tout simplement un marginal, un asocial, et nous savons très bien ce que ça veut dire aujourd'hui encore. Mais tout de même, retenons de ce passage que je vous ai cité de Comte Sponville, retenons tout de même, parce que nous allons rencontrer cette idée à plusieurs reprises, que le sage a tendance à vivre à l'écart de la multitude, n'est-ce pas? Et cette distance pouvant aller selon les cultures, selon les circonstances, du simple retrait, d'une espèce de retraite, de distance qui lui permet justement de garder intègre la sagesse qui est la sienne, à la rupture totale. Et je vais faire aujourd'hui des va-et-vient entre la tradition occidentale et des traditions non occidentales. Parce que, effectivement, vous allez vous apercevoir que même si la sagesse des nations est particulièrement décevante de nos jours, néanmoins, nous allons nous apercevoir qu'il y a des constantes, n'est-ce pas? Et que finalement, entre les cultures, eh bien, il y a souvent une espèce de consensus, même si celui-ci n'a pas été recherché délibérément. Je relève à propos de retrait et de distance, et voire même de rupture. Je relève par exemple dans un des plus anciens textes bouddhiques qui s'appelle le Dhammapada, les stances de la loi, qui est un texte propre au bouddhisme ancien, donc le premier bouddhisme. Je relève cette stance qui dit du sage, il quittera son domicile pour le non-domicile, dans le retrait, là où il est difficile de trouver le plaisir. Et dans ce contexte, eh bien, le sage se rapproche de l'ascète, finalement. Ermite, ascète. Or, tous les sages ne sont pas nécessairement néanmoins des ascètes. Ça, c'est la première difficulté, c'est-à-dire, au fond, de se dire, d'une part, qu'est-ce qui distingue sagesse et culture, et d'autre part, quel est le degré de distance par rapport à une culture, à un environnement, à une société, qui fait que le sage est vraiment un sage et qu'il n'est pas tout simplement un marginal, un asocial, quelqu'un d'inadapté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à évaluer souvent. La deuxième difficulté surgit, à mon sens, dès qu'on cherche à définir la sagesse
par rapport aux religions et spiritualités qui sont souvent considérées elles aussi comme des voies de sagesse. Surtout de nos jours. Je dirais que de nos jours, face à la complexité du fait religieux, on a tendance à user plutôt du mot spiritualité ou sagesse qui est infiniment moins compromettant, je dirais. Bon. Alors, j'en prendrai un exemple. Le livre des sagesses, auquel j'ai d'ailleurs moi-même collaboré, le livre des sagesses que j'ai indiqué en bibliographie, eh bien, il est sous-titré « L'aventure spirituelle de l'humanité ». D'ailleurs, il fait 1500 pages, donc c'est vraiment la récapitulation. Bon. Et que découvrons-nous dans ce livre des sagesses? Eh bien, que se côtoient des philosophes, des maîtres spirituels, des mystiques, des prophètes. Tous, en somme, incarnant des visages différents de la sagesse. Ce qui veut dire que dans ce contexte, enfin dans ce livre en tout cas, mais il est très représentatif de, je dirais, la mentalité actuelle, eh bien, la notion de sagesse couronne, en quelque sorte, un vaste édifice qui est justement ce patrimoine spirituel de l'humanité. Et il couronne l'ensemble de ses voies, de ses méthodes, de ses personnalités, de ses expériences, qui, alors là, il faut bien y être attentif, qui conduisent non pas à une connaissance comme les sciences, mais qui conduisent à une connaissance de l'absolu, que vous nommiez cet absolu Dieu, le divin, etc., ou au moins, disons, à rétablir un contact avec l'absolu. Et alors là, vous vous dites, bon, d'une part, est-ce que tous ces grands personnages qui figurent dans ce livre sont au même titre des sages? Bon, à l'évidence, non. Et surtout, en quoi leur démarche, s'il s'avère que c'est une connaissance de l'absolu, ou au moins une démarche qui va vers l'absolu, en quoi est-ce qu'il s'agit de sagesse et en quoi est-ce qu'il ne s'agirait pas, au contraire, d'une des grandes folies de l'humanité? Mais le mot folie n'est pas forcément péjoratif. Est-ce qu'il ne s'agirait pas justement de ce qui fait sortir l'homme de ses cadres et de ses limites ordinaires? Et est-ce qu'on parle encore, en ce cas, de sagesse? Ce qui m'amènera, si j'en ai le temps et je l'espère, n'est-ce pas, à vous montrer que la frontière entre sagesse et folie, je mets folie entre guillemets, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas entendre là, évidemment, la folie pathologique telle qu'on la rencontre de manière dramatique dans des asiles, bien sûr. Mais est-ce que la frontière entre sagesse et folie est si étanche que cela? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement des échanges, n'est-ce pas, entre les deux qui amèneraient à parler, et j'emprunte cette expression au maître tibétain Chogyam Trungpa, une folle sagesse, hein, qui est une expression tout à fait paradoxale, une folle sagesse. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une folle sagesse? Alors, je vous en donnerai quelques exemples par la suite. Alors, face à ces deux difficultés, nous sommes portés à nous tourner vers la philosophie. Et avec l'espoir qu'elle nous permettra d'y voir plus clair. C'est son rôle, hein, son rôle d'élucidation que lui a reconnu Wittgenstein. La philosophie, dont je vous rappelle qu'elle n'est pas la sagesse, elle peut arriver à le devenir, mais elle est étymologiquement, c'est une banalité de le rappeler, mais il le faut, l'amour de la sagesse, ou l'aspiration à la sagesse, philosophia, hein, l'aspiration à la sagesse. Et il faut aussi rappeler qu'aux yeux des Grecs, dont je vais évidemment beaucoup vous parler, qu'aux yeux des Grecs, la sophia, la sagesse, n'a pas une signification unilatérale, hein. Elle peut désigner autant le savoir que la sagesse, que le savoir-faire. Et dans les textes grecs, les textes des philosophes grecs, on retrouve très souvent, à propos de sagesse, des termes qui ne sont pas sophia. On retrouve, par exemple, le terme de sophrosune, c'est-à-dire la tempérance, qu'on traduit en général par tempérance.
métriotès, c'est-à-dire la modération, la sobriété, tout ce qui est de l'ordre de la mesure. Hein. La phronésis, c'est-à-dire la prudence. Bon. Donc, on s'aperçoit bien que les Grecs ont été conscients de ce que la sophia elle-même a des sens différents, n'est-ce pas, qui ont une partie théorique et une partie plus pratique, et que d'autre part, l'exercice de la sagesse, eh bien, appelle des mots qui précisent ce qu'on entend par sagesse, c'est-à-dire tempérance, modération, sobriété, prudence, etc. Il y en a d'autres. Donc, ce qui nous amène évidemment à nous demander, est-ce que la sagesse résulte d'une union, d'une alliance entre un savoir et un savoir-faire? Le savoir-faire renvoyant non seulement à une sagesse pratique, mais aussi à une conduite de l'existence. Et ça aussi, c'est un point qui va nous paraître important. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que vise la sagesse? Bon, nous allons être amenés à le préciser, je l'espère. Alors, quelle en est la finalité? Or, cette finalité va en grande partie déterminer l'identité du sage. Vous voyez que cette question de l'identité, nous ne l'avons pas véritablement abandonnée non plus, pas plus qu'à propos de la culture. Alors, qui est le sage? On en verra quelques exemples, à commencer par Socrate, bien sûr. Est-ce que c'est un héros? Un héros dont il convient d'imiter les exploits. Hein. C'est un modèle qui est offert à l'humanité. Est-ce que c'est au contraire un être désincarné, qui serait proche du saint? Et d'ailleurs, je remarque que parfois, dans certaines traductions, on traduit sage par saint. Ce n'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'il est proche du saint? Pourquoi pas? Je n'élimine aucune hypothèse, bien sûr. Je me contente de vous énumérer un certain nombre de cas de figure possibles, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un homme si extraordinaire, si hors du commun, qu'il en redevient ordinaire? Ça, c'est un des grands paradoxes. Vous trouvez souvent dans des textes, en particulier dans des textes asiatiques, mais pas seulement, cette idée que finalement le sage, c'est l'homme banal, l'homme ordinaire, celui qu'on ne remarque même plus, n'est-ce pas, et qui se fond dans la masse, mais qui est tellement au-dessus de tout que finalement il peut se permettre ce dernier luxe, c'est-à-dire de disparaître complètement dans l'anonymat. C'est une des hypothèses, et c'est une figure du sage qui est particulièrement présente dans les textes orientaux, disons asiatiques en particulier. Ou bien, est-ce que c'est tout simplement quelqu'un que l'âge a rendu sage? Vous savez que cette figure de la vieillesse associée à la sagesse est un des plus vieux lieux communs, je dirais, de l'humanité. Et Carl Gustav Jung a même mis au jour un archétype, c'est-à-dire une figure symbolique commune à la plupart de l'humanité, effectivement, qui est celle du vieux sage. Hein, le vieux sage, qu'il associe souvent d'ailleurs à Hermès, et ce vieux sage qui est porteur de sens, et d'un sens qui est capable d'orienter l'existence, de lui donner du sens. Bon, vous voyez que ce sont des possibilités qui s'offrent à nous par rapport à cette vision que nous avons du sage. Bon, or, il se trouve que, si je me réfère par exemple à cette folle sagesse à laquelle j'ai fait allusion, eh bien pas du tout. La folle sagesse, dans le contexte du bouddhisme tantrique tibétain, c'est au contraire une figure de la jeunesse, du renouveau, n'est-ce pas? Ce que, d'ailleurs, dans la tradition grecque et romaine, qu'a commenté souvent Carl Gustav Jung, on appelle le puer aeternus, l'enfant éternel, n'est-ce pas? Donc, méfions-nous des stéréotypes. Hein. Pourquoi le sage serait-il forcément vieux, et non pas, au contraire, dans la fine fleur de sa jeunesse, avec son inconscience, mais en même temps son aspiration à la sagesse. Alors, évidemment, n'est-ce pas, nous pensons à Socrate, qui fut un peu de tout cela. Hein. Socrate est un personnage très déconcertant, qui fut à la fois ceci et cela,
tout en ayant affirmé, je le cite dans l'Apologie de Socrate, qui est à cet égard le grand texte de référence, n'est-ce pas, qu'il faut lire et relire, « Je n'ai jamais été, disait Socrate, le maître de personne ». Ce qui voudrait dire, et vous allez voir que la sagesse a plus d'un tour dans son sac, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle rebondit et se laisse difficilement enfermer. Le livre des sagesses dira d'ailleurs, le livre de la sagesse dans l'Ancien Testament dira d'ailleurs que c'est un esprit subtil et qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas fixer. Eh bien, ce qui voudrait dire que Socrate n'est rien enseigné. Et nous allons voir qu'effectivement, c'est le cas. Mais ce qui est plus important encore, qu'il ne peut pas être imité. Hein, et ça, c'est une des grandes questions que pose la sagesse par rapport à la philosophie. Est-ce que le sage peut être imité, ou bien est-ce qu'il donne simplement une impulsion, n'est-ce pas, que chacun doit retrouver pour lui-même, mais qui ne peut pas être copié? En tout cas, cette formule socratique est particulièrement impressionnante. Je n'ai jamais été le maître de personne, alors que tout le monde pense que Socrate a été un des premiers maîtres en matière de philosophie. Alors, nous allons justement nous intéresser, pour commencer, je dirais, ça va de soi, puisque nous appartenons à la culture occidentale, donc, qui doit beaucoup à la Grèce, au modèle grec. À ce modèle grec en matière de sagesse, qui, vous allez le voir, n'est pas monolithique. Hein. Il y a des conceptions différentes de la sagesse. Alors, d'abord, il faut rappeler que Socrate n'est pas le premier sage grec. Un certain nombre de sages l'ont précédé, dont le nombre est généralement fixé à 7. Bon, mais il y a des variantes, mais peu importe. Or, ces sages étaient avant tout des politiques, des législateurs, et parfois même, c'était sans doute leur violon d'Ingres, des poètes. Mais c'est vraiment au second plan par rapport à la question qui nous occupe. D'où sans doute le style des propos qu'ils nous ont légués, et qui sont assez peu nombreux d'ailleurs. Ce sont des maximes, ce sont des sentences, proches des proverbes parfois, qui sont des conseils de vie. Des conseils de vie sans aucune ambition spéculative. Spéculative, c'est-à-dire se livrer au plaisir de la pensée pour la pensée. Se livrer à ce que Aristote qualifiera d'ailleurs comme étant la manière d'être et le but même de la philosophie. Hein. Penser pour penser, sans chercher autre chose que la rigueur du raisonnement et le plaisir, n'est-ce pas, de s'étonner devant les choses et de questionner face à ce que l'on rencontre. Alors, chez les premiers sages, il n'y a aucune ambition de ce type. Simplement donner des règles de vie, n'est-ce pas? Donner des règles de vie, donc la sagesse revêt d'emblée un aspect pratique que nous retrouverons chez de très nombreux sages d'ailleurs, et elle vise un usage quotidien. Hein. Ce n'est pas une fois de temps en temps, ce sont des pratiques quotidiennes. Je vous en donne quelques exemples sans insister. Je ne vous cite pas les noms parce que vous ne les retiendrez pas, je vais trop vite. La mesure est la meilleure des choses. Hein. Un certain Cléobule de Lindos. Bon. Rien de trop, rien de trop. C'est une formule qui est d'ailleurs passée à la postérité, qu'on l'on doit à Solon l'Athénien, Solon étant probablement l'un des plus célèbres de ces 7 sages. Connais-toi toi-même, dont l'origine ne vient pas de Socrate, mais vient effectivement d'un certain Chilon, le lacédémonien. Bref, sache discerner le moment favorable. N'embellis pas ton extérieur, c'est par ton genre de vie qu'il faut embellir. Maxime attribuée à Thalès de Milet. Réfléchis à ce que tu fais. Ou encore, dans le bonheur, montre de la mesure, dans l'adversité, de la prudence. Donc, vous voyez, ce sont des règles de vie, je dirais, qui attestent le triomphe du bon sens. Ce sont des règles de bon sens.
que Descartes, d'ailleurs, ce fameux bon sens, que Descartes associera plus tard à la sagesse. C'est une des définitions de la sagesse selon Descartes. Et ces sentences, ces maximes, sont une incitation constante à se montrer raisonnable. Or, il y a une différence entre raisonner et se montrer raisonnable. Raisonner, c'est vraiment l'activité philosophique par excellence. Apprendre à bien conduire sa raison, son esprit, comme le dira Descartes, et avant lui, la plupart des grands philosophes grecs. Bon. Mais être raisonnable, est-ce qu'on a forcément besoin de raisonner, de savoir raisonner pour se montrer raisonnable? Ça n'est pas forcément superflu. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Il peut y avoir un bon sens qui s'exerce, n'est-ce pas, naturellement, ce qu'on a appelé aussi le bon sens populaire, n'est-ce pas, qui résulte d'une observation de la situation, d'une attention à ce que vos interlocuteurs disent. Bon. Donc, nous découvrons ici déjà que cette question va être fondamentale, n'est-ce pas? Quelle est la part du savoir dans la sagesse? Est-ce que c'est le savoir qui conduit à la sagesse? Ou bien est-ce que c'est une observation des situations animée par le bon sens, qui est fait de respect aussi pour autrui et d'intelligence pratique, si l'on peut dire? Bon, à l'inverse, nous savons très bien par expérience qu'il y a des gens qui sont capables de raisonner et de déraisonner en raisonnant. Parce que ce n'est pas impossible d'utiliser le raisonnement pour déraisonner. Hein. Et donc, de ce point de vue, évidemment, la raison est pervertie de son usage naturel. Bon. Alors, ce qui nous apparaît aussi d'emblée comme le dénominateur commun de toutes ces sentences, ces préceptes, c'est la réprobation des Grecs, leur hostilité, leur méfiance à l'endroit de la démesure, la fameuse hubris, n'est-ce pas, qui est vraiment, je dirais que c'est l'équivalent, au fond, c'est peut-être l'équivalent du péché dans un contexte religieux chrétien, par exemple, n'est-ce pas? C'est une sorte de, je ne dis pas que c'est pareil, c'est une sorte de péché contre la pensée, contre le bon sens, contre l'esprit, et la démesure, c'est véritablement ce contre quoi, eh bien, la sagesse, dans sa dimension pratique, doit d'abord lutter. Et Héraclite, un des philosophes antérieurs à Socrate, disait « Il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie ». Pourquoi? Parce que la démesure provoque les incendies. Et alors là, tournez-vous vers la démesure moderne et postmoderne. Hein? Je crois qu'il n'y a pas à insister. Plus de limites, hein? Plus de normes contraignantes, etc. Donc, nous sommes, de ce point de vue-là, aux antipodes des Grecs, radicalement. Et Héraclite ajoutait, dans un autre fragment, « Il faut, oui, tout à fait, que les hommes épris de sagesse soient les juges des nombreux, c'est-à-dire de la multitude. La multitude dont Platon disait, sans s'embarrasser de ce qui aurait pu être à son époque le politiquement correct, en disant « la multitude est folle ». Traduisons, nous dirions en langage platonicien aujourd'hui, l'opinion publique est folle. Bon, c'est-à-dire, elle ne sait pas ce qu'elle dit. D'abord parce qu'elle est une opinion, et que l'opinion, dans le langage platonicien, ça n'est pas la connaissance, ce n'est pas ce qui permet de découvrir la vérité. Donc, le sage, par rapport à ce que nous venons de voir, c'est un régulateur, c'est quelqu'un qui introduit je ne dis pas simplement des règles, il introduit une régulation. J'emprunte d'ailleurs ce mot à la pensée chinoise, qui est très marquée par cette notion de régulation à usage ordinaire, dit un traité chinois. Et c'est ce rôle de régulateur qui lui confère le droit de légiférer dans la cité.
Bon, bref, parenthèse. Qui pourrait se reconnaître le droit de légiférer dans la cité si cette règle était appliquée? Bon. Donc, qui peut prétendre au titre de sage aujourd'hui, dans quelque domaine que ce soit d'ailleurs, puisque cette notion même de mesure semble nous être devenue étrangère. Alors, Socrate. Qui était Socrate et quel type de sagesse enseignait-il? Là, peut-être que je vais enfoncer quelques portes ouvertes, puisque je suppose que vous avez à cet égard quelques connaissances, mais enfin, je ne peux pas faire l'impasse sur ce personnage haut en couleur qui a tellement marqué la réflexion philosophique occidentale. Alors, un portrait de Socrate, d'abord, un portrait du sage qu'il disait ne pas être, justement. Dans le banquet de Platon, Alcibiade, un des participants au banquet, dit « Il ne ressemble à aucun homme, ni du temps passé, ni du temps présent. » Donc, nous voilà prévenus. Ce qui veut dire qu'il ne s'est formé lui-même sur aucun modèle, et ce qui signifie aussi, je me répète, je l'ai dit déjà il y a un instant, qu'il ne pourra pas non plus être imité, copié servilement. Il pourra être un inspirateur, mais pas un modèle que l'on copie, auquel on s'identifie, comme j'ai employé ce mot déjà dans la première séance. On est presque tenté donc de considérer Socrate comme une sorte de curiosité de la nature, en même temps que de la culture. Et tout ce qu'on sait de lui casse les catégories et fait de lui un être déroutant, dérangeant. Et vous allez voir que, contrairement à l'image un petit peu sur papier glacé, n'est-ce pas, du sage, comment dirais-je, qui est très polissé, etc., vous allez voir que finalement, à travers les textes, on s'aperçoit que, autant en Orient qu'en Occident, les sages sont souvent des personnages extrêmement déconcertants, qui n'en font qu'à leur tête, qui suivent des inspirations que le commun des mortels ne saisit pas au premier coup d'œil. Par exemple, c'est un homme laid, tout le monde le sait à travers ce qu'on en dit, mais qui séduisait énormément. C'est quelqu'un d'insolent, d'ironique, mais qui est toujours au service de ses concitoyens, c'est-à-dire qu'il ne se sert pas de son ironie pour les écraser et les mépriser. C'est une sorte d'ermite qui est vêtu du strict nécessaire, il marche pieds nus, etc., qui est capable de rester sobre en toutes circonstances. Et la plus grande stupéfaction de ses amis, c'est de voir qu'il peut rester indifféremment, sans boire du tout, presque sans manger. Et puis un beau jour, il participe à un banquet, il mange et il boit plus que tout le monde, et il n'est jamais malade. Bon. Donc vous voyez, cette régulation, il semble que Socrate ait été capable de l'exercer à l'égard de lui-même aussi, n'est-ce pas? Et d'être à la fois constamment disponible aux autres, ça c'est ce qui frappe, n'est-ce pas? Il se promène sur l'agora, il est là, il parle à tout le monde, indifférent aux conditions sociales des gens. Il parle avec le charron, il parle avec le cordonnier, il parle avec les responsables politiques, à égalité. Bon. Donc, il est à la fois extrêmement disponible et toujours maître de lui-même. Alors, qu'enseignait-il? Et qu'enseignait-il qui ait fait de lui un sage? Eh bien, il n'enseigne rien, justement. C'est-à-dire, il n'enseigne rien d'autre, il n'enseigne aucun savoir, il ne transmet pas des connaissances. Mais ce qu'il transmet, parce que tout de même, il n'y a pas de sagesse sans une forme de transmission, ce qu'il transmet, c'est l'exhortation à s'examiner soi-même, à s'exercer à pratiquer la vertu. C'est le rôle, c'est la fonction de la fameuse maïotique socratique. Je vous rappelle que la maïotique, c'est l'art d'accoucher, que Socrate disait avoir hérité de sa mère, sage-femme, et c'est l'art d'accoucher les esprits. Bon, et surtout de les accoucher de ce qu'ils portent en eux qui entrave
la découverte de la sagesse. Donc, c'est le sens, c'est la portée de la fameuse maïeutique, qui joue le rôle aussi d'une catharsis, c'est-à-dire d'un processus de purification. C'est le terme qu'on emploie beaucoup à propos des tragédies grecques. Catharsis par rapport au savoir qui encombre l'esprit. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement, comme ce sera le cas à partir de Descartes, pour être à peu près donner des dates, de remplacer un savoir approximatif par un savoir plus vrai, mais de revenir au point zéro du non-savoir. Donc, vous voyez bien le sens, c'est-à-dire, c'est pas, votre connaissance n'est pas tout à fait juste, il faut la corriger, etc. C'est véritablement de faire le vide par rapport à tout ce que l'on prétendait savoir. Et évidemment, je ne peux pas ne pas vous citer ce texte fameux de l'Apologie, là aussi, de Socrate, qui réfléchit, qui se parle à lui-même et qui dit ceci: « Tout en m'en allant, je me disais à moi-même, je suis plus sage que cet homme-là, parce que ça, c'est l'oracle de Delphes qui lui a dit qu'il était plus sage que n'importe quel homme. Il se peut qu'aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon, mais lui croit savoir quelque chose, alors qu'il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui, par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. » Donc, vous avez là la formulation minimale de la sagesse, celle qui est supposée servir de base à toute autre définition, c'est la fameuse définition que je dirais volontiers négative ou apophatique, pour prendre un terme un peu plus savant qu'on emploie aussi à propos de la théologie. On n'use que de négation pour définir quelque chose. D'où la définition socratique, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Bon. Donc, ce qui veut dire que la sagesse est d'abord un réveil. Elle a une fonction de réveil. Elle secoue les gens qui se croient installés dans un certain nombre de certitudes. De réveil et d'éveil aussi. Alors, bon, je n'ai pas le temps d'insister sur la nuance qu'il y pourrait y avoir entre les deux. Mais toujours est-il que le maître de sagesse, c'est celui devant lequel on ne peut plus tricher. On est quasiment mis à nu, n'est-ce pas? Et jusqu'à l'os, et même au-delà, si l'on peut dire. Et c'est une vision du maître de sagesse qui est évidemment marquée par la personne et personnalité de Socrate, mais que l'on retrouve, qui est beaucoup plus familière dans le contexte asiatique, à la fois taoïste et bouddhiste. Et je pense en particulier, j'ai trouvé récemment une sorte de confirmation de cela dans un livre qui n'a rien à voir à première vue. C'est le récit du voyage initiatique et de l'initiation à la calligraphie par une grande artiste contemporaine qui s'appelle Fabienne Verdier. Et dans un très beau livre qui s'appelle Passagère du silence, elle raconte comment, après des années d'initiation à la calligraphie, pénible, terrible, où un beau jour, elle s'effondre véritablement au comble du désespoir et dit « Je n'y arriverai jamais, je n'y comprends rien, c'est trop difficile pour moi ». Et elle voit son maître jubiler, n'est-ce pas, taper des mains, donner de grandes manifestations de joie, et il lui dit « Enfin, enfin, enfin tu vas pouvoir apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Enfin tu es en état de connaître le Tao et de peindre à l'unisson du monde et non plus enfermé dans ton petit cocon personnel. » Donc vous voyez, c'est tout à fait significatif d'une
d'une manière d'aborder la sagesse par la négation, en quelque sorte, et que l'on retrouve d'ailleurs tout à fait dans le Tao Te Ching, un des grands textes, n'est-ce pas, de la tradition taoïste. Eh bien, dans le Tao Te Ching, au chapitre 71, qu'est-ce que je lis? Savoir, ne pas savoir, c'est le plus haut savoir. Mais le pire des mots, c'est prendre pour savoir ce qui n'est point savoir. Celui seul qui connaît que son mal est un mal peut échapper au mal. Oui. À peu de choses près, alors laissons évidemment des nuances, des contextes qui ne sont pas les mêmes, mais c'est à peu de choses près ce que dit Socrate. Bon, alors, cela étant dit, n'est-ce pas, on sait très bien que la pensée grecque n'en est pas restée là. Peut-être hélas d'ailleurs, mais enfin bon, elle n'en est pas restée là. Quel est-il donc ensuite advenir du rapport entre savoir et sagesse? Est-ce que la philosophie, elle est restée socratique jusqu'au bout, n'est-ce pas, ou plus ou moins trahir pour la bonne cause, n'est-ce pas, qui est celle de la connaissance, cet idéal, au profit du savoir censé dès lors dispenser la sagesse? Or, je ne prétends pas du tout que la philosophie va apporter une réponse claire et tranchée à cette question. Mais je dis simplement que cette question va traverser une grande partie de l'histoire de la philosophie. Quel est le rapport entre sagesse et savoir, n'est-ce pas? Est-ce que la philosophie est plutôt du côté de la sagesse ou du côté du savoir? Alors, la réponse varie évidemment selon les philosophes, selon les écoles, etc. Alors, le débat semble s'être concentré sur cette alternative depuis Platon, sans attendre davantage. Ou bien la sagesse est d'abord et avant tout une fonction d'éveil, assortie d'un art de vivre, d'un mode de vie, qui peut parfaitement se passer du savoir, en tout cas dans sa dimension théorique. Ou bien c'est le savoir, et je ne dis pas forcément qu'il s'agit d'une dichotomie, d'une alternative entre lesquelles il faudrait choisir, ou bien c'est le savoir qui favorise l'accès à la sagesse. Et la solution la plus généralement retenue étant que la sagesse résulte à la fois de l'un et de l'autre. Et je vais prendre à ce propos quelques exemples chez les anciens d'abord, c'est-à-dire chez les Grecs, Platon, Aristote, les stoïciens, et chez les modernes, Descartes et Montaigne, n'est-ce pas, qui sont quand même des grandes références par rapport à cette question. Alors, premier exemple, en quoi Platon se distingue-t-il de Socrate, dont il est pourtant le principal disciple? Eh bien, en ce qu'il donne pour objectif à la philosophie la connaissance vraie, qu'il désigne indifféremment, enfin successivement, par le terme de dianoia, c'est-à-dire la connaissance discursive, ou la noésis, qui est une connaissance plutôt intuitive. Or, la connaissance vraie suppose, pour être atteinte, qu'on se démarque de l'opinion, c'est-à-dire de la doxa, ce qu'on appelle la doxa. Et ça, ça va rester une des grandes constantes de l'histoire de la philosophie, qui va justifier le recours à l'esprit critique, n'est-ce pas? L'esprit critique, c'est justement ce qui permet de départager ce qui est du domaine de l'opinion, de la connaissance vague, confuse, de la connaissance vraie, celle à laquelle on accède, soit par le raisonnement, soit par la dialectique, soit par une intuition, n'est-ce pas, de l'ordre plutôt de la contemplation. Donc Platon introduit une hiérarchie dans les modes de connaissance et réserve à la connaissance des idées, alors je n'ai pas le temps d'approfondir ça aujourd'hui, la connaissance des idées, si vous voulez, ce sont des modèles, des sortes d'archétypes à partir desquels, n'est-ce pas, on peut penser une réalité dans sa dimension secondaire et incarnée. Et donc il installe une hiérarchie dans les modes de connaissance et réserve à la connaissance des idées, cette connaissance qui est en fait une réminiscence, n'est-ce pas, une remémoration, le titre de sagesse. Le sage étant, là encore, seul capable de gouverner la cité.
Ça, c'est vraiment un point important. Jamais les Grecs n'auraient envisagé de confier le gouvernement de la cité à des hommes qui n'auraient pas fait au moins le début de la preuve qu'ils avaient entrevu ce que c'était la sagesse. Bon. Et en ce sens, comme le dira Pierre Hadot, dont je vous recommande vivement la lecture, dans Qu'est-ce que la philosophie antique, en ce sens, la philosophie, écrit Hadot, n'est qu'exercice préparatoire à la sagesse. Parce que la sagesse reste la finalité ultime de la philosophie. Mais ça n'est pas parce qu'on est capable de raisonner correctement que l'on va forcément devenir sage. Il n'empêche que, à partir de Platon, l'accès à la sagesse repose sur ce support, sur cette base qu'est la démarche dialectique, c'est-à-dire qui implique à la fois le dialogue et une progression dans la démonstration, et qui vise une connaissance raisonnée des premiers principes de toute chose et de leur cause finale. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait des causes finales. Alors, cette démarche, chez Platon, et même chez Aristote aussi, et a fortiori chez Plotin, n'est pas purement intellectuelle, mais elle est aussi contemplative, c'est-à-dire qu'elle débouche sur la contemplation des essences, la contemplation du souverain bien que Platon associe à Dieu, n'est-ce pas, ou la contemplation du premier principe chez Aristote. Ce qui veut dire qu'il y a chez les Grecs, Platon, Aristote en particulier, une vision quasi religieuse de la sagesse, n'est-ce pas? C'est peut-être, je dirais, ce qui va distinguer la philosophie de la sagesse. La philosophie peut se contenter de raisonner. La sagesse a besoin de contempler. Et dans la contemplation, elle fait davantage que connaître de façon extérieure. Elle tend à ne faire qu'un avec ce qu'elle connaît, ce qui sera évidemment particulièrement important dans la pensée du néoplatonicien Plotin. Donc c'est ce que j'appelle une vision quasi-religieuse de la sagesse, étant entendu que les Grecs n'ont pas la même idée, évidemment, de la religion que nous. Alors, de ce point de vue-là, c'est un point commun entre Platon et Aristote, n'est-ce pas? Cette idée qu'il y a une progression dans la connaissance, même si Aristote conteste fortement la théorie des idées. Mais, bon, puisque je viens de citer Aristote, il est incontournable, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a retenu essentiellement d'Aristote? On a retenu, en dehors de ce que je viens de dire très rapidement, on a retenu surtout, et ça va marquer l'histoire des idées, je pense que nous sommes tous plus ou moins encore marqués par cette idée qui vient d'Aristote, c'est sa conception du juste milieu. C'est l'idée qui est exposée dans l'Éthique de Nicomaque, au livre 2, chapitre 6, qu'il n'y a de sagesse que dans la découverte, par la découverte d'un juste milieu. Le juste milieu, c'est ce qu'on traduira en latin par le mot mediocritas, que nous traduisons maintenant par médiocrité. La médiocrité, pour nous, ben oui, c'est quelque chose qui est au milieu, mais qui n'a aucune des vertus, ni du haut ni du bas. Il n'a ni la simplicité première, ni la vertu de l'excellence. Mais au sens étymologique, la médiocritas, ça renvoie simplement au médium, ce qui est au milieu. Bon. Et chez Aristote, le milieu, ça n'a absolument rien de péjoratif, au contraire. Et dans ce passage, que je ne peux pas ne pas vous lire, Aristote écrit « Ainsi, tout homme averti fuit l'excès et le défaut. L'excès et le défaut. Il recherche la bonne moyenne et donne la préférence, et lui donne la préférence. Moyenne établie non relativement à l'objet, mais par rapport à nous. » Ça, c'est important. Ça veut dire que c'est à chacun de déterminer où se situe ce juste milieu par rapport à lui-même. Ce n'est pas simplement, il n'y a pas de juste milieu objectif. Ou alors on parle de poids et mesure, c'est pas pareil. Bon,
si vous mesurez, si vous pesez sur une balance, bien sûr qu'il y a un juste milieu objectif. Mais si vous raisonnez en termes de sagesse, il n'y a pas de juste milieu objectif. C'est toujours à vous de déterminer quel est le juste milieu par rapport à vous-même et par rapport aussi à une situation donnée. Vous n'êtes pas seul au monde à juger. Donc, Aristote introduit ici un élément qu'on pourrait dire relativiste, qui est tout à fait fondamental. Et il poursuit, de même, toute connaissance remplit bien son office, à condition d'avoir les yeux sur une juste moyenne et de s'y référer pour ses actes. Ajoutons encore que la vertu, de même que la nature, vous voyez ce parallèle, la vertu est au regard de la sagesse la même chose que la nature qui détermine ce qui est bon et ce qui est mauvais, de même que la vertu l'emporte en exactitude et en efficacité sur toute espèce d'art. Dans de telles conditions, le but que se propose la vertu pourrait bien être une sage moyenne. Bon. Alors, est-ce que nous avons vraiment compris ce qu'il voulait dire là? Je pense que nous avons eu fortement tendance, depuis des siècles, à traduire cette formule du juste milieu aristotélicien par cette expression un peu triviale, couper la poire en deux. C'est-à-dire, au fond, il faut chercher une conciliation, alors on prend un petit peu de ceci, un petit peu de cela, c'est ce qui se fait dans toutes les négociations. Et je ne dis pas du tout que c'est dénué de sagesse. Mais ce n'est pas tout à fait ce que veut dire Aristote, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et je m'en suis expliqué précédemment, c'est aussi une prise en compte des circonstances, de ce qui est bon pour soi ou mauvais, n'est-ce pas? Et donc, ces éléments de relativité qu'on introduit dans la recherche de ce juste milieu, qui est une pondération, en somme, une juste mesure, eh bien, font que ce n'est ni une mesure arithmétique, ça n'a rien à voir avec une mesure objective et mathématique, mais ce n'est pas non plus, n'est-ce pas, ce n'est pas non plus une espèce de marchandage, une espèce de discussion de marchand de tapis, voilà. Donc, non, c'est quelque chose tout de même qui justifie, n'est-ce pas, la réputation que cette théorie a pu avoir dans l'histoire de la philosophie. Et là aussi, est-ce que c'est tellement propre aux Grecs? Bon, je relève dans le Tao Te Ching, toujours lui, ceci, chapitre 59. Pour gouverner les hommes et servir le ciel, rien ne vaut la modération. Que le premier souci soit la juste mesure, ce à quoi l'on s'applique à la pointe du jour. Au fond, vous voyez, cette même idée de juste mesure qui revient. Alors, il serait intéressant, mais je ne peux pas m'étendre, n'est-ce pas, sur cette question, il serait intéressant de comparer ce que je viens de dire, là, en extrayant ce passage d'Aristote, avec les commentaires que fait François Julien. Je vous ai indiqué le livre de François Julien, Un sage et sans idée. François Julien est d'origine chinoise et connaît donc parfaitement les deux cultures. Et il se livre dans cet ouvrage à une lecture extrêmement intéressante de la tradition occidentale, de la tradition grecque en particulier, à partir de la pensée chinoise. Et donc, on fait des découvertes, évidemment, n'est-ce pas? Et en particulier, il développe longuement le fait que dans la pensée chinoise aussi, il y a une recherche du juste milieu. La question du milieu est fondamentale dans toute cette pensée. Seulement, ce n'est pas la recherche d'un tiers médiateur, en quelque sorte, ce qui est le cas chez Aristote, même interprété comme je l'ai fait. C'est plutôt la capacité à prendre en compte la situation d'ensemble, à prendre en compte que dans une situation, il y a toujours des points de vue qui s'opposent, n'est-ce
pas? Et à considérer que cette opposition doit être toujours saisie par rapport à un moment particulier. Et que le sage, c'est celui qui est capable de comprendre l'ensemble. Julien l'explique très très bien. Comprendre. Or, qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Ça veut dire prendre ensemble, comprendere, prendre ensemble. Et donc, qui est capable de ne pas être partial, c'est-à-dire de se situer d'un seul point de vue, mais d'aller d'un point de vue à l'autre, n'est-ce pas, et de chercher évidemment un équilibre. Mais cet équilibre n'étant jamais un absolu. On pourrait dire que la pensée occidentale a une certaine tendance à faire de l'équilibre un absolu, ou en tout cas à considérer qu'il est l'expression d'une vérité qui a une valeur en soi. Alors que la pensée chinoise, qui est une pensée essentiellement mobile, qui est très malléable et non pas rigide, eh bien, elle, au contraire, n'est-ce pas, cherche à rester dans la mobilité. Ce qui fait que c'est une pensée qui dit rarement oui ou non. Et ce n'est pas sans poser problème parfois, surtout pour nous, hein, pour nous situer. Mais ce que Julien explique très bien, et je vous recommande vivement la lecture de ce livre, n'est-ce pas, c'est qu'on ne peut pas être sage si on exclut un point de vue. Il n'y a pas de compatibilité entre la sagesse et l'exclusion. Donc, la sagesse, n'est-ce pas, est sage, dit-il, qui sait percevoir comment chacun a raison à sa façon, chacun a raison en fonction de ce qu'il a vu de son point de vue. Alors oui, mais quand il faut trouver une solution pratique, n'est-ce pas, je ne sais pas, une négociation diplomatique comme celle, par exemple, qui vient d'avoir lieu actuellement là en Suisse, bon, il faut bien tout de même trouver, n'est-ce pas, un accord, donc sur un terrain qui est forcément plus ou moins commun. Mais cela dit, n'est-ce pas, je pense que c'est intéressant de bien comprendre qu'il n'y a pas qu'une conception du juste milieu. Que le juste milieu, ça peut être entendu aussi comme cette capacité d'englober des points de vue opposés, d'aller de l'un à l'autre, n'est-ce pas, pour chercher un équilibre, mais un équilibre qui est toujours précaire, qui est toujours celui d'un moment précis et qui n'a absolument aucun droit de se faire passer pour la vérité. Et ce sur quoi insiste beaucoup Julien dans cet ouvrage, il en a écrit beaucoup d'autres tout aussi passionnants, c'est surtout que nous avons fortement tendance à associer sagesse et vérité. Le sage, c'est celui qui détiendrait le vrai en soi, n'est-ce pas? Or ça, dit Julien, il nous le rappelle, c'est le rôle de la philosophie, et c'est peut-être là, ajoute-t-il, qu'elle sait fourvoyer. Le sage, lui, serait à la fois beaucoup plus modeste et beaucoup plus ambitieux. Du coup, ce recadrage nous permet de situer la philosophie, finalement, de resituer notre propre tradition philosophique. Alors, j'en ai fini de cette comparaison. Je ne peux pas, évidemment, ne pas vous dire quelques mots de certaines autres écoles philosophiques, parce qu'elles nous ont légué une idée de la sagesse qui est très présente dans nos esprits et dans certains discours, encore aujourd'hui encore. Je veux parler d'écoles de sagesse telles que le cynisme, le stoïcisme, l'épicurisme, qui ont continué, et je dirais qu'elles se démarquent en cela de Platon et d'Aristote. Ces écoles ont continué à considérer, et dans ce sens elles se situeraient plutôt, je dirais, dans la lignée socratique, que la philosophie a pour objectif principal la sagesse. Et que la sagesse, c'est essentiellement une manière de vivre, qui est plus ou moins dépendante, selon les écoles, d'un savoir théorique, mais qui vise surtout à l'obtention d'un certain état. Cet état, on pourrait dire que c'est l'état de détachement serein.
que les anciens nomment l'ataraxie, n'est-ce pas, ou l'apatheia, c'est-à-dire l'absence de trouble. L'absence de trouble, qui fait du sage l'égal des dieux sur le plan humain. Il faut rappeler que pour les anciens, la question n'était pas de croire ou de ne pas croire en Dieu. Tout le monde y croyait plus ou moins, mais pas à la manière chrétienne, juive ou musulmane. Tout le monde croyait que les dieux existaient, avec quelques rares exceptions. Mais la question qui intéressait les Grecs, c'était comment accéder en tant qu'homme à la vie divine. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mener une vie bonne. Or, une vie bonne, c'est une vie qui ressemble à celle des dieux, qui est dénuée de troubles, n'est-ce pas, qui est bienheureuse. Donc, l'objectif du sage, c'est de mener une vie comparable au plan humain à celle des dieux. Et c'est en ce sens que les dieux sont utiles, même s'ils ne s'occupent pas des affaires humaines ou s'ils interviennent pour quelques frasques amoureuses qui les ravalent au rang humain. Donc c'est la vie bonne. C'est un point sur lequel Luc Ferry insiste beaucoup dans ses causeries, mais il a raison. La vie bonne, oui. Qu'est-ce que c'est que la vie bonne? C'est la vie qui nous fait, nous, humains, sereins, détachés comme le sont les dieux, n'est-ce pas? Et je me réfère en particulier, mais les exemples seraient très nombreux, à un texte de Sénèque. Sénèque, philosophe stoïcien, grand écrivain aussi, magnifique écrivain, qui a écrit, entre autres, un texte qui s'intitule « De la constance du sage ». C'est un texte qui synthétise à peu près toute la vision stoïcienne du sage. Alors on y apprend, entre autres, que le sage mène une vie sobre. Ça, c'est une constante. Il n'y a pas de sagesse pour les anciens sans une vie sobre. Ce qui ne veut pas dire une vie monacale, une vie d'austérité et d'ascétisme pénitentiel. Non, c'est rester maître de ses actes et rester surtout à l'écart des extrêmes, ou bien, si on se porte aux extrêmes, d'être capable d'opérer la régulation comme Socrate. Donc, une vie sobre. On y apprend, je cite, qu'il remonte le courant de l'opinion commune. Ça veut dire qu'il ne suit pas le courant. Il est comme les poissons qui remontent le courant. Il va à contre-courant. Donc, il va vers la source, ce qui n'est pas sans intérêt non plus. Et que de ce point de vue, il ne peut qu'être en décalage avec son temps, tout en se sentant citoyen du monde, ce qui n'est pas la même chose. Être en accord avec son temps, c'est concéder à la doxa, à l'opinion publique, ce qui paraît aux yeux des Grecs extraordinairement vulgaire. Bon, mais par contre, se sentir citoyen du monde, c'est autre chose. C'est vivre à l'unisson du cosmos, notion qui est particulièrement importante chez les stoïciens, mais pas seulement. On voit cette notion apparaître dans d'autres écoles, mais enfin, pour les stoïciens, c'est tout à fait capital. Bon, ce qui veut dire qu'il se suffit à lui-même. Le sage se suffit à lui-même. Il ne cherche pas la compagnie des autres. J'imagine l'effroi d'un philosophe stoïcien devant les réseaux sociaux, vous voyez. C'est l'horreur absolue, n'est-ce pas? Bon, il se suffit à lui-même, mais il est bienveillant envers le genre humain. Reprenez le début des pensées de Marc Aurèle, empereur romain tout de même, n'est-ce pas? Et qui dit le matin, si tu te réveilles et que tu rencontres un ingrat, etc., dis-toi qu'il fait partie du genre humain comme toi. Bon. Mais surtout, on y apprend que le sage n'a ni espoir ni crainte. Ça, c'est vraiment une formule extraordinaire qu'on retrouvera d'ailleurs, je vous en donnerai un exemple après, ni espoir ni crainte. Il n'attend rien, il n'espère rien de l'avenir en particulier, et il ne craint rien. Et c'est donc parce qu'il n'a ni espoir ni crainte qu'il est capable de vivre pleinement le présent.
c'est-à-dire la situation telle qu'elle se présente, sans projeter sur la situation ses angoisses. Là, vous voyez, ça va très loin en matière de psychologie, ça. Sans projeter ses angoisses, ses appréhensions, sans projeter ses souvenirs, etc. Aussi est-il à l'abri de tout, de l'injure, de l'offense, de l'adversité et même de la mort, qu'il ne craint pas. Il est à l'abri de tout dans la citadelle. Cette image de la citadelle revient souvent, qu'il s'est construite et qu'il est devenu lui-même. Il est une citadelle. C'est une image récurrente chez tous les stoïciens. Sénèque écrit « Il est impénétrable à tous. Il y a certaines pierres dont la dureté est à l'épreuve du fer. Le diamant qu'on ne peut ni fendre, ni tailler, si ça on peut, mais enfin, ni limer, émousser tous les outils. Émousse tous les outils. Il y a des corps incombustibles qui gardent au milieu des flammes leur consistance et leur forme. Il y a des rochers qui, s'avançant en pleine mer et qui brisent les flots sans porter sans porter eux-mêmes la moindre trace des chocs furieux qu'ils subissent depuis tant de siècles. L'âme du sage est ainsi, tellement robuste et possédant de telles réserves d'énergie que l'outrage n'a pas plus de prise sur elle que sur les objets que je viens de citer. C'est un roc. Le sage est un roc. Et la sagesse, c'est ce qui permet d'édifier ce roc. Alors, c'est un idéal ultime, extrême, mais qui a beaucoup marqué la pensée. Je vous donnerai quelques exemples. Alors, est-ce que c'est un surhomme ? Est-ce que c'est un surhomme ? Pas du tout, vous disent les stoïciens. C'est un homme, c'est tout simplement un homme véritable. Ça veut dire que le rôle d'homme que les dieux nous ont confié ou que la nature nous a confié, c'est de devenir cela. Ça n'est donc pas dans leur esprit une espèce d'extravagance ou d'excentricité, c'est le rôle d'homme. Et les stoïciens insistent beaucoup là-dessus. Ce que certaines traditions spirituelles appellent, je pense au soufisme par exemple, ou au bouddhisme aussi, l'homme parfait, c'est-à-dire l'homme accompli, l'homme réalisé. Celui qui est lui-même, ipsé, je vous renvoie à ce que nous avons dit la dernière fois de l'identité narrative, n'est-ce pas ? Il est lui-même, quoi qu'il fasse, et où qu'il se trouve et quoi qu'il lui advienne. C'est-à-dire, c'est celui dont les circonstances n'entament pas la stabilité intérieure. Il reste stable. Et je pense, puisque je viens de citer cet adage stoïcien, être sans espoir ni crainte, eh bien, on le retrouve là où on ne l'attendait pas. On le retrouve par exemple dans les écrits d'Éti Ilsum, plus de 20 siècles après, n'est-ce pas ? Cette jeune femme juive, prise au piège à Amsterdam dans les années noires, et qui se cherche une sagesse, n'est-ce pas, capable de répondre aux circonstances. Et qui la trouve d'ailleurs en un temps record, en 2-3 ans, n'est-ce pas, elle grandit d'une manière absolument extraordinaire. Et sa sagesse, elle la cherche en se référant beaucoup à l'œuvre de Carl Gustav Jung, mais aussi au poète Rainer Maria Rilke, et aussi aux stoïciens. Et on retrouve cette formule des stoïciens dans le journal, dans les journaux et dans les lettres d'Éti Ilsum. Ce qui veut bien dire que ces sagesses que François Julien dit sans histoire, elles sont sans histoire parce qu'elles traversent l'histoire comme des témoignages de l'esprit humain et de la conduite humaine, si vous voulez, qui ne sont pas liés forcément à des circonstances particulières. Je ne sais si vous connaissez ces écrits, mais ils sont tout à fait bouleversants et montrent bien que certains idéaux antiques, n'est-ce pas, peuvent avoir encore une résonance dans une vie contemporaine
confrontés à l'horreur, évidemment, des camps et des camps de transit, c'était le cas à l'époque, et aussi de sa disparition future. Alors, cet idéal de sagesse, je vais revenir à des exemples plus classiques, cet idéal antique perdurera à différents degrés chez Descartes, chez Montaigne, et pour ne citer qu'eux, et chez Schopenhauer, qui est un philosophe du XIXe siècle, n'est-ce pas, qui lui-même, c'est un des rares philosophes qui ait connu véritablement la sagesse bouddhique. C'est un des premiers qui cite des écrits du Bouddha dans sa philosophie. Or, Schopenhauer a rédigé des aphorismes sur la sagesse dans la vie. Et j'ai extrait ce passage où, véritablement, ça pourrait avoir été écrit par un auteur ancien. Il écrit ceci: « Un point important pour la sagesse dans la vie, c'est la proportion dans laquelle nous consacrons une part de notre attention au présent et l'autre à l'avenir, afin que l'un ne nous gâte pas l'autre. Il y a beaucoup de gens qui vivent trop dans le présent. Ce sont les frivoles. D'autres, trop dans l'avenir. Ce sont les craintifs et les inquiets. On garde rarement la juste mesure. » Et Schopenhauer en conclut: « Le présent seul est vrai et effectif. » Bon, ce qui nous incite évidemment à nous demander, est-ce que notre manière de vivre dans le présent, qui est pour nous synonyme d'éphémère, n'est-ce pas, et qui va dans le sens d'un renouvellement constant des émotions, des passions, des excitations, de la nouveauté, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes inquiets de l'avenir, ça veut dire que nous avons peur de nous retourner sur le passé, ou est-ce que nous sommes vraiment sages parce que justement nous ne vivons plus que dans le présent? Il y a peut-être un malentendu, hein, nous croyons à une sorte de sagesse du présent, mais est-ce que c'est véritablement une attention au présent, qui diminue d'ailleurs, vous le voyez bien, puisque la plupart des gens font de moins en moins attention à ce qui se passe autour d'eux, puisqu'ils sont en train de téléphoner ou de consulter leur tablette. Donc, on s'aperçoit par exemple, n'est-ce pas, que le souci d'une telle mesure est justement ce qui habite la pensée de Montaigne, comme celle de Descartes, même si tous deux n'accordent pas la même importance au savoir dans cette régulation. Montaigne semble en effet avoir extrait la quintessence des enseignements anciens en vue d'un art de vivre très personnel. On trouve dans ses essais des traits platoniciens et stoïciens, par exemple dans le chapitre « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », hein, c'est tout à fait platonicien et stoïcien, mais aussi des traits sceptiques quant à une possible relation entre savoir et sagesse. Montaigne ne pense pas du tout que c'est le savoir qui nous mène à la sagesse. En matière de savoir, je dirais plutôt qu'il est l'inventeur du relativisme culturel, dont nous avons parlé la dernière fois, qui interdit de voir dans la vérité le fondement de la sagesse. Je vous cite cette fameuse remarque de Montaigne qui a été reprise par Pascal sous une forme légèrement différente. Montaigne écrit dans le deuxième livre des Essais: « Quelle vérité est-ce que ces montagnes bornes qui est mensonge au monde qui se tient au-delà » hein, c'est le relativisme culturel, que Pascal traduira par « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Bon. Donc, comment fonder la sagesse sur la recherche de la vérité si on s'est aperçu que finalement, toute vérité était relative? Donc, à ce moment-là, quelle est la leçon de sagesse? Montaigne, comme Descartes, la prodiguera, et on leur aura parfois reproché. Adaptez-vous le plus intelligemment possible aux mœurs du pays dans lequel vous êtes. Et ne cherchez surtout pas à réformer quoi que ce soit, puisque vous ne faites que passer là où vous passez. Bon. Donc c'est une sorte de sagesse pragmatique, n'est-ce pas? Montaigne était l'ennemi de tous les excès.
et il l'est aussi des engagements partisans. Et il prône en toutes circonstances la réserve. Son attitude me fait beaucoup penser à celle d'Érasme, n'est-ce pas, Érasme de Rotterdam, dont on connaît le fameux éloge de la folie. Entre autres, Érasme, confronté à ce terrible et fascinant personnage qui était Luther, n'est-ce pas, qui lui n'était pas dans la modération. Bon. Et confronté aussi à cet épisode historique dramatique consécutif à la réforme allemande en Allemagne, c'est-à-dire la guerre des paysans, qui a fait des milliers de morts. Bon. Et comment prendre parti, n'est-ce pas? Eh bien, on voit dans le dialogue entre Érasme et Luther à quel point, justement, et Luther lui reprochera violemment, il louvoie, si l'on peut dire, n'est-ce pas, et fait valoir qu'il ne peut pas prendre véritablement parti, ni pour l'un ni pour l'autre, parce que les deux ont raison, d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a un conflit aujourd'hui qui peut, je dirais, être rapporté à ce même type de situation, n'est-ce pas? Tout le monde a raison, oui, mais en même temps, où est la solution? Bon. Et donc, son goût prononcé pour la modération, je parle de Montaigne, affecte même sa conception de la sagesse. Montaigne écrit ceci qui résume toute sa position et qui est tout à fait extraordinaire. Dans le premier livre des Essais, « Ne soyez pas plus sage qu'il ne faut, mais soyez sobrement sage. » Ça veut dire que même dans la manière d'être sage, il peut y avoir des excès. Et donc qu'il faut se méfier même de la manière dont on pratique la sagesse. Il peut y avoir des fanatiques de la sagesse, si on peut dire, comme il y a des fanatiques de tout. Hein. Bon. Donc Montaigne nous met en garde même contre ce fanatisme de la sagesse. Ça va plutôt dans ce sens, n'est-ce pas? Puisque, en général, si c'est par défaut, c'est qu'on n'est pas suffisamment sage. Donc, l'idée d'une folle sagesse n'aurait eu absolument aucun sens à ses yeux, même aurait été quelque chose une espèce de monstre absolument horrifiant. Donc, quelle est la réussite, justement, de ce que Montaigne nommerait, l'expression n'est pas chez lui, mais j'en déduis, une sage sagesse, c'est-à-dire une sagesse qui sait se modérer de ses propres excès? Eh bien, c'est le contentement, la satisfaction, le bonheur, la plénitude que l'on éprouve à l'endroit de soi-même et de sa propre existence. Finalement, c'est la jauge, je dirais, n'est-ce pas? C'est ce contentement, non pas une autosatisfaction, hein, c'est pas ça. C'est ce sentiment d'être en accord avec soi-même. Et vous voyez que ça rejoint certains aspects de l'identité. La question de l'identité, évidemment, traverse tous les essais de Montaigne. Et Montaigne termine les essais au 3e livre. C'est une absolue perfection, dit-il, et comme divine. Vous voyez qu'il reprend presque une thématique grecque, là. C'est une absolue perfection et comme divine de savoir jouir loyalement de son être. Jouir loyalement de son être. C'est là le summum de la sagesse pour Montaigne. Et on peut même dire qu'en même temps, n'est-ce pas, c'est un bel exemple d'identité narrative accomplie. Parce que cette recherche de sagesse, Montaigne nous la raconte magnifiquement. Il nous la raconte dans les essais, n'est-ce pas, au terme desquels il prononce cette phrase qui montre, je remploie le vocabulaire de Paul Ricoeur, que l'ipséité, n'est-ce pas, le moi-même, le soi-même, a trouvé son accomplissement. Et encore une fois, ce n'est pas ni du nombrilisme, ni du narcissisme, ni de l'égocentrisme. C'est l'accomplissement d'une vie d'homme, n'est-ce pas, qui peut se dire à la veille de sa mort, j'ai bien vécu. Voilà, j'ai bien vécu. Alors, par contre, je dirais que de ce point de vue-là, Montaigne appartient encore, si on peut dire, à l'ancien monde. Et son lien avec le monde grec et romain est beaucoup plus important que celui de Descartes.
Je serais tentée de dire, de ce point de vue-là, que la sagesse des modernes, pour reprendre l'expression de Ferry et Comte-Sponville, la sagesse des modernes commence avec Descartes, qui a bien retenu des anciens. Mais enfin, il ne cite pas beaucoup les Grecs, Descartes. La philosophie grecque est très absente de sa pensée. Qui a retenu des anciens le sens de la mesure. Bon, ça oui.